L'accès aux soins, évidemment, objet de cette troisième table ronde ici au cœur de cet après-midi exceptionnel. Donc, le LEM vous propose depuis le pavillon Gabriel, l'espace Gabriel ici à Paris, derrière l'Élysée, justement, bah voilà, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle. Brice Teinturier, le regard de l'opinion, que demande l'opinion? Quel a été le regard notamment porté sur la gestion de la crise sanitaire? Alors, d'abord, à propos de la crise sanitaire, il y a un premier point à souligner, c'est que l'utilité des entreprises du médicament, elle est massivement reconnue dans le grand public. Quand je dis massivement, on est à 91% de Français qui nous disent que les entreprises du médicament sont fondamentalement utiles et la crise a boosté encore plus ce résultat. L'image également des entreprises du médicament a augmenté à l'occasion de la crise dans le grand public, mais j'ai envie de souligner également chez les élus. Et par rapport à 2020, on avait des enquêtes auprès des élus en 2020 et récemment, on a un bond de 28 points d'amélioration de l'image des entreprises du médicament, et tout particulièrement quand vous regardez d'un peu plus près chez les élus de gauche. Donc là, il y avait un certain nombre de représentations qui ont quand même été cassées par la pandémie, l'utilité des entreprises du médicament, qui sont venues battre en brèche un peu des stéréotypes que certains pouvaient avoir. La confiance également dans les médicaments, elle a toujours été forte, de l'ordre de 80%, elle s'est encore renforcée, ainsi que celle à l'égard des vaccins. Et finalement, quand on regarde sur cette sphère, je vais venir ensuite à la sphère gouvernementale, mais quand on regarde sur cette sphère, eh bien, la crise, elle a eu un effet majeur de diminution de la défiance des Français. Et souvent, on dit qu'on est, et c'est vrai, dans une société de défiance, etc., etc., mais ce qu'il faut, je crois, moi, encore plus prendre en compte, c'est qu'à l'occasion de la pandémie, les Français ont redécouvert l'utilité d'avoir des responsables politiques qui prennent des décisions pour les protéger et des grandes entreprises, que ce soit du médicament d'ailleurs ou autres, qui ont pris aussi des décisions pour maintenir l'activité, protéger les collaborateurs, etc. Et on a des gains entre avant l'entrée dans la pandémie et après la sortie, enfin on y est toujours un petit peu quand même, mais de la pandémie, on a des gains de 8 à 14 points de confiance sur pratiquement toutes ces catégories, que ce soit des politiques ou des non-politiques. Donc la pandémie, elle a plutôt servi de révélateur positif à l'utilité des entreprises du médicament et des entreprises en général, mais aussi des politiques régionaux, locaux, etc. Et puis le deuxième point sur la gestion de la crise par le gouvernement, là ça a été contrasté. Et il y a un film qu'il faut suivre. Au tout début, les Français ont été très critiques, notamment avec l'épisode des masques. Et puis tout le monde tâtonnait, on ne savait pas non plus très bien quel était ce virus, quelles étaient les procédures adaptées, donc il y a eu beaucoup de rebondissements. Les taux étaient de 35-38% d'approbation de la crise sanitaire, enfin de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Et puis quand vous arrivez à la fin de l'histoire, quasiment aujourd'hui, vous êtes plutôt à 54-57% d'approbation. C'est-à-dire que la grille de lecture finale, elle ne s'est forgée que très récemment, elle est toujours susceptible d'évoluer aussi. À une époque, on ne savait pas très bien, je le disais, si elle se ferait sur, par exemple, le nombre de morts. Ça pouvait être un critère durant cette pandémie, ou au contraire la capacité à avoir évité une saturation des systèmes hospitaliers. Il y avait beaucoup de critères disponibles. Mais au global, la grille de lecture aujourd'hui des Français, c'est que le gouvernement s'en est plutôt bien tiré. Il y a eu des soubresauts, mais il s'en est plutôt bien tiré. Donc la crise a redonné un peu de confiance et aux politiques, et aux entreprises du médicament, et aux entreprises en général. C'est bien. L'accès aux soins. Alors, vous avez regardé les programmes des candidats, des candidates. Chloé Morin, donc, vous experte à la Fondation Jean Jaurès, il parle sur ce sujet. Alors, pour le coup, l'accès aux soins, c'est le sujet sur lequel on trouve le plus de propositions. Ça n'est pas étonnant compte tenu du poids que cette problématique a pris dans l'opinion, dans ses multiples facettes d'ailleurs, que ce soit la durée, l'accès physique aux soins, que ce soit la qualité des soins auxquels on peut avoir accès, etc., etc. Néanmoins, la question spécifique de l'accès aux médicaments et à l'innovation est beaucoup moins présente dans les programmes des candidats, il faut le noter. Si on commence par Emmanuel Macron, on est globalement dans la continuité des mesures qui ont été prises dans le quinquennat achevé. Il n'y a pas de rupture de ce point de vue-là. On trouve des mesures du type détection précoce des écarts de développement chez les enfants, des bilans de santé complets et gratuits à un certain nombre d'âges clés de la vie, ou encore un accompagnement personnalisé des malades chroniques. Donc voilà, des mesures très très spécifiques en fait.
Cette question de l'accès aux soins chez Marine Le Pen, elle est également centrale, avec par exemple un quota de pas plus de 25% du personnel hospitalier consacré à l'administratif. Donc ça, c'est évidemment pour traiter la question des hôpitaux dont Brice a dit tout à l'heure à quel point elle était centrale et problématique dans l'opinion, en tout cas à quel point les Français s'inquiétaient de l'état de leur hôpital. Ou encore on trouve le renforcement des personnels des hôpitaux ou l'organisation de partenariats entre les services d'urgence et les cabinets médicaux. Il y a un point peut-être un peu spécifique qu'il faut noter dans le programme de Marine Le Pen, c'est qu'elle fait de la traque contre les fraudes et particulièrement des fraudes en matière de sécurité sociale, de santé, un élément central de son discours. Et en matière d'AME, ça n'est pas la seule à toucher à ce point, puisque Éric Zemmour, par exemple, le fait aussi. Elle dit que l'AME sera transformée en un dispositif où la prise en charge des adultes se fera uniquement sur les soins urgents. Donc là encore, on touche à la question du soin, mais d'une autre manière, en quelque sorte. Chez Jean-Luc Mélenchon, il s'agira globalement de reconstruire, alors un grand objectif de reconstruire le service public hospitalier et d'instaurer le 100% Sécu en remboursant à 100% les soins de santé prescrits et en intégrant les mutuelles à la sécurité sociale. Donc là, on a un grand plan. Il y a moins de détails peut-être plus spécifiques, et puis je passe vite. Valérie Pécresse, quant à elle, compte offrir à chaque Français un accès aux soins à moins de 30 minutes. Là encore, on voit l'importance de ces problématiques dans l'opinion qui ont émergé depuis bien longtemps et donc qui est reprise dans les objectifs des candidats. Elle compte aussi diviser par 2 le délai moyen pour obtenir une consultation chez son médecin. Là encore, une proposition qui a beaucoup d'écho et qui parlera à beaucoup de monde. Notons qu'Éric Zemmour, en fait, cible plus directement, lui, l'accès aux médicaments, peut-être. C'est quasiment le seul élément très spécifique que j'ai trouvé, puisqu'il dit qu'il compte instaurer un choc réglementaire pour la recherche clinique et l'accès au marché des produits. Et enfin, je vais terminer par Fabien Roussel, qui compte, lui, presque à l'inverse, en fait, faire des vaccins et des médicaments des biens communs universels. Donc on prend un peu l'idéologie est complètement différente, en quelque sorte. Magali Léo, quelle proposition pour améliorer l'accès des patients à l'innovation ? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'accès des patients à l'innovation ou aux meilleurs soins. Je vais parler de 2 choses, dont une est tirée de l'actualité absolument immédiate et qui est liée à l'accès des patients aux traitements anti-Covid, aux anticorps monoclonaux à visée prophylactique qui ont été autorisés. Et d'ailleurs, j'en profite pour rendre quand même hommage aux agences sanitaires qui, depuis la réforme de l'accès précoce qui est intervenue le 1er juillet, a fait le job, c'est-à-dire a permis aujourd'hui d'autoriser en accès précoce un certain nombre de thérapies anti-Covid, dont font partie les thérapies et les traitements préventifs. Aujourd'hui, ces traitements préventifs, ils sont destinés à des patients immunodéprimés qui ne répondent pas ou qui répondent très peu à la vaccination. C'est à peu près 100 000 personnes, c'est peu de patients finalement, mais qui aujourd'hui ne sont pas protégés par la vaccination, bien que multivaccinés, parfois 3-4 doses de vaccination. Donc depuis août, et plus récemment depuis même décembre, on a une nouvelle thérapie qui est accessible et qui a été achetée par l'État dans des doses suffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins de ces 100 000 personnes. 100 000 personnes, au regard des millions de personnes que nous avons vaccinées, c'est une petite communauté de personnes. Et aujourd'hui, sur ces 100 000 personnes, à date, à l'heure où je vous parle, on a 17 000 patients qui ont été traités avec ces thérapies prophylactiques. Pourquoi ? Vous allez me demander, et vous auriez raison, parce que la question, elle est pas facile à résoudre. C'est un problème très compliqué. Il faudrait interroger les prescripteurs. Mais aujourd'hui, il y a des poches de résistance, des régions entières où le médicament n'est quasiment pas prescrit. Je pense à la Bretagne, aux Hauts-de-France, pour ne pas les citer. Les données sont publiques sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc aujourd'hui, on a... je parle de cet exemple. La faute à qui ? La faute à quoi ? Voilà, je parle de cet exemple parce que là, on n'est pas sur une problématique réglementaire. Ouais. Encore une fois, la HAS, la NSM ont fait le travail. On n'est pas sur un problème de prix. On n'est pas sur un problème de pénurie, puisqu'il y a les doses. Les doses ont été achetées par l'État. On est sur un problème de pratique médicale.
Et là, aujourd'hui, la question, elle se pose pour ces traitements-là, parce qu'encore une fois, on est dans un environnement qui est révélateur, mais pour beaucoup d'autres molécules, c'est le cas. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir si la liberté de prescription, dont se prévalent les professionnels de santé, doit supplanter le droit à la santé des patients. Je cite un chiffre, et je n'en citerai qu'un. Depuis qu'on a autorisé l'accès précoce à un médicament que je ne citerai pas, mais qui est donc un anticorps monoclonal qui permet de prévenir le Covid, on a 400 personnes dialysées, greffées, qui sont décédées des suites du Covid. Moi, je pose la question, est-ce que ce sont autant de morts évitables? Est-ce que ce sont autant de décès que nous aurions pu éviter si les patients avaient été traités, tels que le recommandent d'ailleurs les autorités scientifiques? C'est ma première remarque sur l'accès aux soins et la première question que je pose. Et d'ailleurs, je suis un peu déçue de voir que dans les propositions des candidats, aucune proposition sur la régulation des pratiques des professionnels de santé dans notre pays, à ceci près que j'ai lu tout à l'heure dans le programme de Zemmour que justement il voulait permettre à tous les médecins de choisir les meilleurs traitements adoptés à leurs patients en garantissant la liberté de prescription des médicaments. Donc on est sur une proposition de ce type. Et puis je reviens sur ce que vous disiez, Chloé. Je crois que dans le programme de Marine Le Pen, on a la proposition de créer un ministère dédié à la fraude. Moi, j'ai envie de proposer la création d'un ministère dédié à l'accès aux soins, en fait, qui veille, ou en tout cas une autorité, qui veille à ce que les patients aient effectivement accès aux soins qui leur sont dédiés et pour lesquels ils rentrent dans les indications. Alors, pour réagir sur ce que vous dites, Alexandre Loupy, dans un instant, Florence Alouche, également, toujours en ligne depuis le Maroc. Florence, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais réagir à plusieurs choses qui ont été dites par Brice Teinturier et à ce que vous venez de dire, madame, pour la vie des patients. Sur les nouveaux médicaments, je veux dire, il faut quand même se rendre compte que les deux mesures qui ont été prises sur l'accès précoce et l'accès immédiat sont quand même extrêmement importantes. Importantes parce que ça permet aux patients, en effet, d'avoir les traitements, mais ça permet aussi à toutes ces entreprises, parce qu'encore une fois, pardon, mais je reprends toujours le pas d'avant, qui est qui développe ces médicaments pour les patients. Il ne faut pas oublier quand même que les entreprises, les grands laboratoires pharmaceutiques, les PME, les startups qui développent ces médicaments-là, ont besoin d'incitation justement aussi pour permettre cet accès précoce, permettre aux patients de bénéficier des traitements ou des dispositifs. Et je dois dire que si on se positionne dans une question de compétition internationale, la France justement, avec ce qui était avant la TU et qui est devenu maintenant l'accès précoce ou l'accès immédiat, est quand même un challenger extrêmement intéressant pour les investisseurs, parce que si on sait que le délai de mise sur le marché d'un médicament, c'est entre 10 et 12 ans de développement, eh bien pouvoir donner un accès plus facilement et plus rapidement aux patients, c'est quand même un point extrêmement important. Et si certains patients, alors comme vous le disiez, n'ont pas pu bénéficier de certains traitements pendant la crise, il faut aussi mettre en balance le fait que l'ANSM a autorisé un nombre incroyable d'essais cliniques qui ont été lancés par les laboratoires pharmaceutiques, soutenus par les hôpitaux, qui ont inclus les patients dans des délais extrêmement rapides. On a eu des autorisations d'essais cliniques en quelques jours, alors que, vous l'aviez rappelé, ça mettait plusieurs centaines de jours auparavant. Donc cet accès, c'est quelque chose qui a été fait. Enfin, si on parle d'accès paiement, alors en effet, j'entends toutes les propositions des candidats. Est-ce qu'on doit payer? Est-ce qu'on doit rembourser à 100%, pas à 100%? Je dois dire que la France, quand même, elle a un avantage dans le monde, c'est que justement, on ne se pose pas cette question du remboursement. Et pour ne pas se poser cette question de remboursement, on a justement tout ce dispositif de service médical rendu qui est pour moi un gage de qualité et d'effectivité en fin de compte du médicament. Et c'est ce qui est discuté. Alors peut-être est-ce un peu long à être évalué pour les entreprises, c'est des fois un peu pénible parce qu'on attend un prix, mais justement les nouvelles dispositions qui permettent de prendre en compte si le médicament va être fabriqué ou non en France, si on fait un contrat avec le laboratoire pour savoir s'il est efficace ou pas, c'est des choses qui vont pouvoir faciliter le prix et l'accès. Enfin, sur le point des administratifs à l'hôpital, je vais
peut-être enfoncer une porte ouverte, mais on ne peut pas en même temps réduire le nombre d'administratifs dans les hôpitaux et demander aux médecins qu'ils fassent plus de tâches alors qu'on leur demande de faire les comptes rendus, de prendre des rendez-vous, d'être présents auprès des patients. Il faut qu'ils aient aussi un soutien. Et je pense qu'une des questions qui a beaucoup embêté les médecins ces 10 dernières années, ça a été le fait d'avoir un poids administratif un peu plus lourd. Et je pense que là, quand on fait des propositions de campagne, c'est très important de le prendre en compte. Alexandre Dernier Loupy. point, la conclusion. Chacun son tour. Alexandre Loupy, qui voulait réagir à ce que disait Magali. Allez-y, Alexandre. Non, très rapidement, je pense que l'accès aux soins, c'est une matrice complexe, une équation d'un modèle multivarié dans lequel il y a l'âge, l'origine géographique, etc., les conditions socio-économiques. Et moi, je mettrais ça vraiment en perspective avec la médecine de précision actuelle. En effet, que ce soit dans le domaine de l'oncologie, dans le domaine des maladies chroniques ou dans mon domaine de la transplantation d'organes, il y a beaucoup d'innovations qui sont apportées et qui peuvent être disponibles et doivent être comprises des patients. Nous déployons par exemple des dispositifs médicaux qui nécessitent que les patients, pour bénéficier d'un meilleur usage de la traitement immunosuppresseur, comprennent et un smartphone et des applications comprennent la technologie. On l'a vu aussi chez les personnes âgées avec Doctolib pendant le Covid. Donc ça nécessite aussi l'accès aux soins, nécessite aussi une compréhension, une éducation, et à mettre également en perspective avec le monde nouveau, je dirais, très technologique, pour lesquels en fait une frange additionnelle de la population va certainement pas avoir accès à des innovations plus importantes. C'est vrai dans le diagnostic de précision du cancer, comment on séquence une tumeur et qu'on entre ou pas dans un essai thérapeutique selon qu'on habite dans une zone A, B ou C. Et dans ma spécialité, c'est effectivement le cas où le diagnostic du rejet nécessite des outils modernes dont certains patients peuvent bénéficier dans le cadre d'essais cliniques, d'autres non. Voilà, tout simplement. Malheureusement. Je donne des chiffres régulièrement, évidemment. Alors, je ne sais pas si on peut comparer. Il faut 6 ans pour mettre au point un avion. Il faut 12 ans pour découvrir et développer un médicament. Nicolas Bouzou, je ne sais pas si on peut totalement comparer l'un et l'autre, mais face à l'innovation thérapeutique qui se profile dans les années à venir, quel budget pour le médicament ? En fait, c'est pire que ce que vous dites, parce que non seulement c'est long, mais le taux de risque en fait est très élevé. Alors nous, on avait fait des calculs très précis chez Asterès. En fait, on montrait que du tout début du lancement d'un médicament jusqu'à la fin, on avait un taux d'échec qui était de l'ordre de 9 999 sur 10 000. Donc vous voyez qu'il faut évidemment investir énormément d'argent. Alors quand on regarde l'évolution des dépenses de santé, en fait, partout dans le monde, on voit que le principal facteur qui soutient les dépenses de santé aujourd'hui, ce n'est pas le vieillissement de la population, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la montée des maladies chroniques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'innovation thérapeutique. Parce que de plus en plus, on met au point des médicaments qui sont des médicaments qui sont de précision, qui s'adressent à des cibles, et donc pour lesquels on maximise en quelque sorte la recherche et développement, et on a des marchés qui ne sont pas très importants par définition, puisque ce sont des médicaments qui sont des médicaments de précision. Et donc, c'est une équation économique qui est un peu nouvelle, parce que ça débouche sur des prix de médicaments qui sont importants, alors même, bien évidemment, qu'on a aussi des contraintes de finances sociales, et plus encore au sortir de la crise. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, d'un côté, et je pense que c'est tout à fait possible, mais de dire le contrat social en France, le fait que les gens payent des impôts, des cotisations salariales, les entreprises, des cotisations patronales, ce contrat social, c'est l'idée selon laquelle, au fond, on a tous accès, quel que soit l'endroit où on habite, notre condition sociale, notre âge, etc., on a tous accès à des médicaments qui sont même des médicaments qui peuvent être très innovants, d'accord ? Et en même temps, il faut trouver des moyens de régulation de la dépense, y compris de la dépense du médicament. Un moyen de régulation qui est très fort et qui est inusité en France, je vous en donne un, parce que quelques candidats en ont parlé, Yannick Jadot en a parlé, Anne Hidalgo en a parlé, le président Macron en a parlé, c'est le sujet de la prévention, typiquement. Prévention donc primaire, par exemple, l'exercice physique, on n'est pas bon, c'est un très bon régulateur. Dans la prévention secondaire, je vais être extrêmement précis, mais on sait qu'il y a un domaine qui est un très bon régulateur, c'est le dépistage de certaines maladies. Alors pas toutes, puisque le dépistage n'est pas forcément avantageux. Je sais que ça surprend quand je dis ça, mais le dépistage peut être très coûteux et pas forcément efficace du point de vue économique, mais certains dépistages sur lesquels on n'est pas très bon sont très efficaces. Je vous en donne un, cancer du côlon par exemple. Alors lui, on sait que c'est très efficace du point de vue de la régulation des dépenses de santé, et on n'est pas très bon en France parce qu'on a, et là on en revient au charme et aux faiblesses de notre pays, on a un circuit de distribution des tests qui est un peu compliqué. Vous recevez une lettre de la sécurité sociale, il faut aller chez votre médecin, etc.
Alors que franchement, on pourrait libéraliser tout ça et ça pourrait être beaucoup plus simple. Si vous allez à la pharmacie, vous avez votre test, vous le faites, vous le renvoyez. Bon. Donc, vous voyez, on a quand même des choses très astucieuses à faire. En 30 secondes, la question de l'accès aux thérapies innovantes. En France, on est plutôt bon là-dedans. En fait, nous, on a fait des études extrêmement concrètes sur ce qu'on appelait les ATU, maintenant l'accès précoce. On a vraiment regardé ça. On a fait des comparaisons internationales pour regarder les délais, etc. Et en fait, on se rend compte qu'en France, on est quand même plutôt bon. Si aujourd'hui, je vais prendre le cas de l'oncologie sur lequel j'ai beaucoup travaillé, si vous souffrez d'un cancer un peu compliqué, les premiers traitements n'ont pas bien fonctionné, ben vous allez avoir très rapidement accès à des médicaments qui sont des médicaments très, très nouveaux, voyez, qui ne sont pas encore dans le droit commun. Et vous y aurez accès. Donc ça, c'est plutôt bien. En fait, la vraie difficulté, elle est plutôt pour les industriels après. C'est-à-dire pour sortir de ce régime de l'accès précoce et pour rentrer en quelque sorte dans le droit commun, et ce que je dis vaut aussi pour les dispositifs médicaux, là c'est plus compliqué et ça prend plus de temps. Mais il n'y a pas de révolution à faire. Il y a des choses à améliorer, mais on est vraiment sur la bonne voie. Un mot, Magali et Alexandre, puis juste après la conclusion de Frédéric Collet. Quel mécanisme de financement innovant, comment est-ce qu'on optimise l'organisation grâce à l'innovation thérapeutique ? Allez-y, Alexandre. Ah, ok. Ouais. Non, moi, je voulais juste dire, on parlait d'échec de mise sur le marché de médicaments. Souvent, c'est pas un échec du médicament lui-même, mais c'est un échec de la façon dont l'étude a été designée, dont les hypothèses ont été formulées et dans les critères de jugement. Pourquoi ? Parce qu'on met des gens comme moi avec plein de certitudes autour d'une table, qui ont l'habitude de traiter des patients. Je pense qu'on peut optimiser nos essais cliniques, donc notre compétitivité et également notre souveraineté, en pensant sur une approche un peu plus holistique de l'essai clinique, moderne, avec évidemment une approche qu'on dit, bon, je n'ai pas le mot français, mais data-driven, dans lesquelles justement on optimise la mise sur le marché des médicaments et le succès des essais cliniques en ayant une approche contextuelle de l'essai clinique et de la façon dont on va inclure certaines sous-populations à risque qui pourraient plus bénéficier d'un médicament. Dans mon domaine, la majorité des traitements immunosuppresseurs prometteurs qui auraient pu donner un vrai bénéfice pour les patients ne sont pas arrivés sur le marché, pas parce qu'ils ne fonctionnaient pas, parce que l'étude avait été pas designée de façon correcte. Pourquoi ? Parce qu'on était dans de l'eminence-based plus que de l'evidence-based et une approche fondée sur la data. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point important. Et l'usage du digital, Magali aussi, on n'a pas... Oui, l'usage du digital, bien sûr, notamment pour recueillir des données. J'en parlais tout à l'heure, recueillir des données auprès des patients. Mais moi, j'insisterai aussi sur un élément important, c'est que, on l'a plusieurs fois dit là autour de la table, mais la molécule, c'est un élément du parcours de soins. Figurez-vous qu'il y a de la marge, il y a des économies encore à faire si on améliorait la qualité, la pertinence des parcours, le juste soin, les bonnes pratiques médicales et l'assurance maladie s'y emploie. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de contractualiser avec les professionnels de santé pour tendre justement vers des meilleures pratiques et pour en fait investir pour prescrire mieux, pour prescrire plus utile. Donc il y a vraiment un enjeu autour de l'amélioration des parcours des patients. Dans le champ de l'insuffisance rénale chronique, nous avons fait nous-mêmes des études médico-économiques dans notre association. Aujourd'hui, on est capable de démontrer que si nous greffions plus de patients en insuffisance rénale chronique terminale, si on arrivait par exemple à s'aligner sur les meilleurs du monde, c'est-à-dire les Espagnols et plus particulièrement les Catalans, en matière de greffe rénale, on ferait économiser 200 millions d'euros sur 5 ans à l'assurance maladie. C'est autant de marges qui peuvent être réinvesties sur d'autres choses, sur d'autres soins. Et je pense qu'il y a des leviers, il y a encore des espaces où on peut soigner mieux et en plus, de manière plus économique pour l'assurance maladie. Donc je pense que et là encore, c'est un peu déceptif, assez peu de choses sur la recherche autour de la pertinence des soins et encore une fois de l'amélioration des pratiques professionnelles. Frédéric Collet, on doit faire le choix de l'innovation thérapeutique en conclusion de cette troisième table ronde. Et là, c'est vraiment intéressant parce que là aussi, je trouve que pour rebondir sur le révélateur positif que Brice Teinturier a évoqué au début, ça fait plusieurs fois que le sujet du risque revient d'une façon ou d'une autre. Et je voudrais dire que la crise a fonctionné aussi d'une certaine façon comme un révélateur du fait que notre métier est un métier de prise de risque. On ne parle que des trains qui rentrent en gare, c'est-à-dire qu'on ne parle que des nouvelles molécules qui trouvent le marché au bout de X années, 12 ans, comme disait Nicolas tout à l'heure.
Mais on oublie que notre métier, l'essentiel de la recherche, c'est nous qui la finançons, et que nous avons encore beaucoup de trains qui n'ont pas encore trouvé la gare. Je pense à Alzheimer, dont on pourrait parler, qui a englouti des sommes énormes. Et c'est donc important, à partir du moment où une molécule a fait ses preuves, qu'elle puisse être rendue disponible le plus rapidement possible. C'est essentiel, ça fait partie de la fameuse chaîne de cohérence que j'évoquais tout à l'heure. La recherche, la production et l'accès. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'un pays construise une chaîne d'attractivité pour une industrie dont il est reconnu qu'elle est stratégique, sans se préoccuper de l'accès et de la façon dont on rend ces traitements disponibles dans les meilleurs délais dans ce pays-là. Et là, pour ça, il y a plusieurs sujets qui sont importants. Le premier, c'est effectivement l'accès rapide. Ça a été évoqué, la France se situe en termes d'accès, de commercialisation d'un traitement autour de la 20e place européenne, puisque là où la recommandation européenne est de 180 jours, on est autour de 527 jours. Donc, ce n'est pas terrible. Alors, effectivement, Nicolas me corrigera, parce que si on intègre l'accès précoce. Alors, si on intègre l'accès précoce, on est à 247 jours. Mais l'accès précoce ne concerne que certaines molécules, que certaines d'entre elles, et ne concerne pas l'ensemble de ces molécules. Donc, il faut bien se préoccuper de ce sujet-là. Et donc, le premier énorme enjeu, c'est de raccourcir encore ces délais pour assurer une commercialisation qui soit peut-être pas meilleure, mais qui soit au moins comparable à celle des pays auxquels nous comparons chaque jour. Le deuxième sujet, c'est celui de l'enveloppe. Pourquoi l'enveloppe? Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se dire que c'est très compliqué de considérer un secteur qui innove s'il n'a pas de marge de croissance. Le système de régulation qu'on a en France est un système qui est extrêmement contraignant, qui a marché absolument à plein gaz pendant une dizaine d'années et qui a fini par aboutir à la fin à ce que nous ayons perdu un certain nombre de places ici industrielles, ici en matière d'accès, ici en matière d'attractivité clinique, etc. Il est absolument urgent que justement sur cette notion d'enveloppe, on reconnaisse que le médicament est un investissement, pas un coût, et qu'on donne des marges de manœuvre à ce secteur qui va continuer à croître, et ces traitements que nous apportons sont des traitements qui permettent de prendre les gains d'efficience dont parlait Magali Léo à l'instant, parce que vous avez cité un exemple, on pourrait citer d'autres exemples dans lesquels des traitements extrêmement, je pense dans le domaine de l'hépatite C, des traitements révolutionnaires ont été apportés qui guérissent les patients, et pour autant, la chaîne de soins, en parallèle, n'a pas été transformée. Donc il faut qu'en parallèle, nous soyons capables de capter absolument ces efficiences dans le système de soins. Le troisième point qui est important, on n'en a pas parlé, mais concerne le parcours de soins, parce que la technologie, ça a été évoqué plusieurs fois, effectivement, par Alexandre Loupy, mais les nouvelles technologies dont nous disposons nous permettent d'assurer l'efficience de ces nouveaux traitements, et donc leur efficience, pas simplement en termes de traitement, mais également en termes d'efficience pour le système de soins. Et puis enfin, il y a un sujet qui est un sujet essentiel, qui a été indirectement abordé, c'est celui de la réforme de l'évaluation, qui est un sujet qui est traité au niveau européen, qui va commencer à porter ses fruits, mais là, il est urgent que nous ayons effectivement, de la même façon qu'on a une AMM européenne, il faut qu'on ait une évaluation européenne qui soit appliquée pour qu'un même produit soit évalué sur un plan scientifique de la même façon. Donc s'il y a un sujet que je voulais retenir là, c'est celui de la croissance. Il est impossible de considérer qu'un secteur comme le nôtre, qui est un secteur innovant, porteur à la fois d'attractivité économique, à la fois de promesses pour les patients, n'ait pas de marge de croissance et des marges de progrès, comme c'est le cas dans tous les pays auxquels nous nous comparons.